Quand je suis rentrée de mon voyage d'affaires, j'ai trouvé ma fille inconsciente près de la porte d'entrée. Ma femme a haussé les épaules et a dit qu'elle venait juste de la corriger. J'ai appelé une ambulance, mais quand l'ambulancier a vu ma femme, il a pâli et a murmuré « Madame, est-ce que c'est vraiment votre épouse ?» Parce qu'en réalité, la main de ma fille était froide quand je l'ai trouvée. Elle gisait près de la porte, recroquevillée comme une poupée jetée. Son corps de 6 ans était plié d'une manière qui m'a tordu l'estomac. Ses lèvres étaient blêmes. Sa respiration était superficielle. Une ecchymose fleurissait, d'un violet sombre, sur sa joue. J'étais partie depuis 3 jours pour une conférence de vente à Lyon. J'avais appelé tous les soirs. Léa avait semblé calme, mais Sophie, ma femme depuis 4 ans, avait dit qu'elle était juste fatiguée. « Tu sais comment sont les enfants ?» avait-elle dit. Elle attrape sûrement quelque chose. Maintenant, ma fille était sans connaissance sur notre parquet. « Sophie !» ai-je crié, laissant tomber ma valise. « Sophie !» Elle est apparue de la cuisine, un torchon à la main, parfaitement calme, comme si c'était normal, comme si notre fille n'était pas en train de mourir sur le sol. « Oh, elle fait son numéro !» a dit Sophie. Je l'ai réprimandée tout à l'heure. Elle va s'en remettre. Je suis Charlotte Mercier, 36 ans, directrice commerciale senior chez Solutions Tech Innovantes. Veuve. Mon premier mari, Antoine, est décédé dans un accident de voiture quand Léa avait 2 ans. J'avais élevé Léa seule pendant 2 ans avant de rencontrer Sophie lors d'un café gourmand dans le centre de Grenoble. Elle avait été parfaite, douce, patiente avec Léa. Tout ce dont nous avions besoin. Je pensais avoir trouvé une seconde chance. J'avais tort. Qu'est-ce que tu lui as fait ? Mes mains tremblaient tandis que je vérifiais le pouls de Léa. Faible, mais il était là. Elle était insolente, elle faisait des crises. Je lui ai donné du diphénhydramine pour la calmer. Combien ? Sophie a haussé les épaules. Je ne sais pas. Quelques comprimés. J'ai appelé le 15. Mes doigts peinaient à utiliser le téléphone. Mon urgence, ma fille est inconsciente. Je pense qu'elle a été droguée. La voix de l'opératrice était calme. Une ambulance professionnelle est en route. Restez en ligne. Respire-t-elle ? Oui, à peine. Quel âge a-t-elle ? 6 ans. Elle a 6 ans. L'ambulance est arrivée en 8 minutes. Cela a semblé durer des heures. J'ai tenu la main de Léa tout le temps. Je lui ai parlé. Je l'ai supplié de se réveiller. Sophie se tenait dans un coin, les bras croisés, regardant avec ses yeux bleus froids que je n'avais jamais remarqué froids jusqu'à cet instant précis. Les ambulanciers ont fait irruption. 2 hommes. Le chef, son badge indiquait Dubois, secouriste, 12 ans de service aux sapeurs-pompiers de l'Isère, s'est immédiatement mis au travail sur Léa, vérifiant les signes vitaux, posant des questions. Depuis combien de temps est-elle comme ça ? Je ne sais pas. Je viens de rentrer. Je l'ai trouvée comme ça il y a peut-être 10 minutes. Des antécédents médicaux connus ? Non, elle est en bonne santé. Dubois a levé les yeux vers Sophie. Son visage a changé, passant de la préoccupation professionnelle à autre chose. Reconnaissance, peur. Il s'est levé lentement, s'est dirigé vers elle, et l'a fixée. Madame, a-t-il dit doucement, sans quitter ma femme des yeux. Est-ce que c'est vraiment votre épouse ? Oui. Sophie. Sophie Leroy. Quel est son nom de jeune fille ? Moreau. Sophie Moreau. Pourquoi ? Dubois a sorti son téléphone, a tapé quelque chose, et m'a montré l'écran. C'était un article de presse de Bordeaux. Daté de novembre 2021. Le titre, Femme arrêtée dans une affaire de maltraitance d'enfants. Beau-fils hospitalisé avec des blessures suspectes. La photo montrait une femme qui ressemblait exactement à ma femme. Même cheveux blonds, même traits fins, mêmes yeux froids, mais le nom était différent. Clara Vidal. Parce que c'est Clara Vidal, a dit Dubois, la voix tendue. Elle a fait l'objet d'une enquête en Gironde il y a 2 ans. Son beau-fils a failli mourir. Mon sang s'est glacé. De quoi parlez-vous ? Les charges ont été abandonnées pour un vice de procédure.
Quelque chose concernant la chaîne de garde d'épreuves. Mais cet enfant, Théo Martin, 8 ans, présentait les mêmes symptômes que je vois ici. Déshydratation sévère, ecchymose inexpliquée, des sédatifs dans son système. Son père n'a été mis au courant qu'après que l'école a appelé la protection de l'enfance. J'ai regardé ma femme. Elle se tenait dans le coin, toujours les bras croisés, le visage complètement vide. Pas effrayée, pas surprise, juste agacée. C'est ridicule, a-t-elle dit calmement. Je n'ai jamais mis les pieds à Bordeaux. Cet homme est clairement confus. Madame, je travaillais sur cette affaire, a dit Dubois. J'étais l'ambulancier qui est intervenu quand Théo a été retrouvé inconscient à l'école. J'ai témoigné à l'audience préliminaire. C'est bien vous. Vous vous trompez. Dubois s'est tourné vers son partenaire. Chargez-la. Priorité 1, surdosage médicamenteux possible et suspicion de maltraitance. J'appelle mon supérieur. Ils ont sanglé Léa sur le brancard. Si petite, si pâle. Ma petite fille. Je monte avec elle, ai-je dit. Madame, vous devriez suivre dans votre voiture. Je monte avec elle. Dubois a hoché la tête. Compris. Alors qu'il chargeait Léa dans l'ambulance, j'ai regardé en arrière vers Sophie. Elle était déjà au téléphone, envoyant des messages à quelqu'un, complètement sereine. Le trajet en ambulance a duré 17 minutes. 17 minutes à regarder la poitrine de Léa se soulever et s'abaisser faiblement. 17 minutes pendant lesquelles Dubois m'expliquait ce qu'il savait. L'affaire de Bordeaux était grave, a-t-il dit à voix basse. Le gamin a été hospitalisé 3 fois en 6 mois. Toujours quand le père était en déplacement pour le travail, toujours avec l'explication de la belle-mère qu'il était maladroit, sujet aux accidents, ou maladif. La 3e fois, une infirmière a remarqué le schéma et a appelé les autorités. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont arrêté, Clara Vidal, mais son avocat a réussi à faire rejeter les preuves. Quelque chose concernant la mauvaise tenue des registres des analyses sanguines. Sans cela, il ne pouvait pas prouver qu'elle avait drogué l'enfant. L'affaire s'est effondrée. Elle a disparu avant qu'il ne puisse déposer de nouvelles charges. Et vous êtes sûr que c'est elle? Je suis certain. Je reconnaîtrais ce visage n'importe où. Ça m'a hanté pendant des mois. À l'hôpital pour enfants de Grenoble, ils ont emmené Léa d'urgence. J'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente pendant qu'il faisait des examens. J'ai appelé son pédiatre. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé mon patron. Je n'ai pas appelé Sophie. Je ne voulais pas entendre sa voix. À 23h47, le docteur Isabelle Moreau, 46 ans selon le site de l'hôpital, 22 ans en médecine d'urgence pédiatrique, est sortie. Son visage était sombre. Madame Mercier, votre fille a été droguée au diphénhydramine, c'est-à-dire du Benadryl, à des doses correspondant à un dosage pour un adulte de 70 kg. Elle est également gravement déshydratée, mal nourrie, et présente des ecchymoses compatibles avec des coups et blessures. Nous avons trouvé des bleus plus anciens à différents stades de guérison. Mes genoux se sont dérobés. Je me suis assis lourdement. Combien de temps, ai-je demandé? Basé sur la malnutrition et la déshydratation, des semaines, peut-être des mois. Les schémas d'ecchymose suggèrent des coups et blessures continus sur une longue période. J'étais à la maison. J'aurais remarqué. Madame Mercier, les agresseurs sont très doués pour cacher ce qu'ils font. Et vous avez mentionné que vous voyagez fréquemment pour le travail, 2 à 3 fois par mois, généralement pour 3 ou 4 jours à la fois. C'est là que cela se serait produit, quand vous n'étiez pas là pour voir. Un officier de police est arrivé. Le lieutenant Marc Dubois, unité de protection de l'enfance de la police nationale. 19 ans de service. Il a pris ma déposition, m'a posé des questions sur Sophie, sur notre mariage. Je lui ai tout dit. Comment nous nous étions rencontrés il y a 4 ans, comment elle avait semblé parfaite, comment Léa avait semblé d'abord l'aimer. Au début, a demandé Dubois, et l'année dernière, Léa a changé, plus calme, plus anxieuse. Je pensais que c'était juste l'adaptation. Nouvelle école, grandir, l'absence de sa mère. Je n'aurais jamais pensé. Madame Mercier,
Je dois vous demander, avez-vous déjà vu votre femme faire du mal à Léa? Non, jamais. Je l'aurais su. Est-ce que Léa a déjà dit quelque chose? J'ai repensé, j'ai essayé de me souvenir. Il y avait quelque chose. Il y a 6 mois, Léa m'avait demandé, « Maman, est-ce que Sophie m'aime ?» J'avais répondu, « Bien sûr qu'elle m'aime. » J'ai demandé pourquoi elle avait posé la question. Elle est juste différente quand tu n'es pas là. Différente comment? Juste différente. J'ai balayé ça. Pensant que Léa était trop sensible. Pensant qu'elle avait encore du mal à avoir une belle-mère au lieu de sa vraie mère. Mon Dieu, comment ai-je pu être si aveugle? Je dois parler à votre femme, a dit Dubois. Elle est à notre domicile, au 2847 avenue des Tilleuls. Il est parti. Je suis restée avec Léa. Elle s'est réveillée vers 2 heures du matin, confuse, groggy. Quand elle m'a vue, elle a commencé à pleurer. Je suis désolée, maman. Je suis désolée. Je ne voulais pas être méchante. Bébé, tu n'es pas méchante. Tu n'es pas méchante du tout. Sophie a dit que j'étais méchante. Elle a dit que je le méritais. Elle a dit, si je te le disais, personne ne me croirait parce que je ne suis qu'une enfant et elle est l'adulte. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je te crois, ma chérie. Je te crois entièrement. Sophie est rentrée cette nuit-là comme si de rien n'était. Le lieutenant Dubois était allé à notre appartement, mais elle avait refusé de répondre aux questions sans avocat. Il ne pouvait pas l'arrêter. Pas encore. Pas sans plus de preuves. Elle m'a envoyé un SMS à 2h34, où es-tu? Je m'inquiète. Je n'ai pas répondu. Elle a renvoyé un SMS à 3h15, Charlotte, s'il te plaît. Je sais que tu es contrariée, mais nous devons parler. Léa a des problèmes de comportement. J'essayais juste d'aider. Elle a besoin de cadre, de discipline. Tu as été trop douce avec elle depuis qu'Antoine est mort. J'ai bloqué son numéro. À 6 heures, j'ai appelé mon ami Marc Lambert. Nous avions fait nos études ensemble. Il travaillait dans la sécurité informatique et dirigeait maintenant son propre cabinet spécialisé en criminalistique numérique et enquête de fiabilité. Marc, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver sur Sophie Leroy, née en 1988, m'a épousée en 2021. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un long moment. Je te rappelle, a-t-il dit. Il a rappelé 2 heures plus tard. Mec, ta femme n'existe pas avant 2018. Quoi? Pas d'historique de crédit, pas de réseaux sociaux avant cette année-là. Son permis de conduire a été délivré en Île-de-France en 2018. Son numéro de sécurité sociale est réel, mais pas d'historique d'emploi avant 2018. Pas de déclaration d'impôt, pas de relevés universitaires. C'est comme si elle était apparue de nulle part. Mes mains ont commencé à trembler. Les gens peuvent faire ça? Bien sûr, s'ils savent ce qu'ils font. Changer de nom, déménager de département, créer une nouvelle identité. Pas exactement légal, mais pas impossible, surtout si tu fuis quelque chose. J'ai creusé plus profondément, j'ai trouvé l'affaire de Bordeaux que Dubois avait mentionnée, j'ai passé 4 heures sur Google, Légifrance, des bases de données publiques, et je l'ai trouvée. Clara Vidal, arrêtée en novembre 2021 à Bordeaux pour maltraitance d'enfants qualifiés. Son beau-fils, Théo Martin, 8 ans, hospitalisé pour surdosage médicamenteux et blessures suspectes. Charges abandonnées en janvier 2022 lorsque les preuves ont été jugées inadmissibles. La suspecte n'a pas comparu à l'audience reportée. Un mandat d'arrêt a été émis. Il y avait une photo dans les dossiers du tribunal. Sophie. Absolument Sophie. Même visage, mêmes yeux froids. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé une autre affaire. Marseille, mars 2019. Élise Dumas arrêtée pour mise en danger de l'enfant. Sa belle-fille de 7 ans retrouvée inconsciente à l'école. Même schéma. Drogue, malnutrition, ecchymose. Charges abandonnées lorsque le témoin clé, le père, a refusé de témoigner. Les notes de l'affaire indiquaient qu'il avait été convaincu que sa fille mentait et menacée par la prévenue.
L'affaire avait été scellée parce que la victime était mineure. Mais j'ai trouvé le nom du père dans des documents civils connexes. Patrice Dumas. Il avait demandé le divorce et la garde provisoire 3 mois après l'abandon des poursuites pénales. J'ai appelé les renseignements, obtenu un numéro, laissé un message vocal. Monsieur Dumas, je m'appelle Charlotte Mercier. Je pense que ma femme est peut-être votre ex-femme, Élise. J'ai besoin de vous parler. S'il vous plaît, c'est pour ma fille. Il a rappelé 30 minutes plus tard. Votre fille va bien? Sa voix était rauque. Urgente. Elle est à l'hôpital. Elle va survivre, mais c'est un monstre. Les mots sont sortis sans émotion. Rachel, quel que soit le nom qu'elle utilise maintenant. Elle se nourrit de ça. Blesser les enfants, spécifiquement les beaux enfants. Elle trouve des pères célibataires, joue la petite amie parfaite, la belle-mère dévouée. Puis, une fois qu'elle est installée, mariée, intégrée dans la famille, elle commence. Commence quoi? Tester les limites, de petites punitions qui s'intensifient, privation de nourriture, restriction d'accès aux toilettes, abus émotionnels, puis physiques, puis chimiques. Elle les drogue pour les rendre dociles, faciles à contrôler, et elle le chronomètre pour le moment où le père est absent. Voyage d'affaires, longue journée de travail, chaque fois qu'elle peut être seule avec l'enfant. Pourquoi? Pouvoir, contrôle. Elle me l'a dit une fois pendant une de nos disputes, avant que je ne comprenne ce qu'elle était vraiment. Que les enfants devaient apprendre leur place. Que c'étaient de petits menteurs manipulateurs qui méritaient qu'on leur enseigne le respect. Il a ri amèrement. J'y ai vraiment cru pendant un temps. Cru que ma fille inventait des choses pour attirer l'attention. Comment l'avez-vous découvert? Ma fille s'est effondrée à l'école. L'infirmière a appelé une ambulance. La toxicologie a révélé du Benadryl, du sirop pour la toux, et des traces de somnifères sur ordonnance. Mes médicaments. Rachel la droguait depuis des mois, peut-être plus. Qu'est-il arrivé à Rachel? Elle a disparu. La veille du procès, elle ne s'est pas présentée. Elle a laissé son téléphone, son portefeuille, tout. Simplement disparu. Au moment où j'ai découvert qu'elle avait utilisé une fausse carte d'identité pour monter dans un bus pour Perpignan, elle était partie. Je suis tellement désolée. Ne soyez pas désolée. Arrêtez-la. Je n'ai pas pu, mais peut-être que vous le pouvez. Comment va votre fille maintenant? Elle a 12 ans, elle est en thérapie, elle fait encore des cauchemars. Elle sursaute encore quand les femmes élèvent la voix. Rachel a détruit quelque chose en elle que je ne sais pas si ça reviendra un jour. Après avoir raccroché, je me suis assise dans la chambre d'hôpital et j'ai pleuré. Léa dormait, reliée à des perfusions, les moniteurs bipant doucement. Elle paraissait si petite dans ce lit. J'avais fait entrer ce monstre dans notre maison, dans la vie de Léa, parce que j'étais seule. Parce que je voulais de l'aide. Parce que je pensais faire ce qu'il fallait. J'ai ouvert le numéro de Sophie, l'ai débloqué, et j'ai regardé notre historique de SMS, des messages de l'époque où nous sortions ensemble. Mignon, charmant. Hâte de rencontrer Léa. Tu es un si bon père. J'ai toujours voulu être une mère. Tous des mensonges, toute une performance, tout faisait partie de l'arnaque. J'ai commencé à monter un dossier. J'ai rappelé Marc. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de tous les noms qu'elle a utilisés, tous les endroits où elle a vécu, toutes les victimes. Je m'en occupe. J'ai appelé le lieutenant Dubois. J'ai trouvé 2 autres affaires. Bordeaux et Marseille. La même femme, des noms différents. J'ai les coordonnées des victimes et les dossiers d'affaires. Madame Mercier, j'apprécie votre initiative, mais c'est le travail de la police. Avec tout le respect que je vous dois, lieutenant, l'affaire de Bordeaux est tombée à l'eau à cause d'une mauvaise gestion des preuves. L'affaire de Marseille est tombée parce qu'elle a manipulé le père. Elle est douée pour ça. Elle le fait depuis des années. Si nous ne construisons pas un dossier en béton armé, elle s'en sortira encore. Un silence, puis, envoyez-moi tout ce que vous avez. Au cours des 72 heures suivantes, j'ai à peine dormi. Marc a trouvé 2 autres affaires. 2017, Nice.
Julie Vidal arrêtée pour négligence d'enfant. Son beau-fils de 6 ans hospitalisé. Le père a refusé de coopérer. Charges abandonnées. 2016, Toulouse. Martine Lefebvre faisait l'objet d'une enquête pour maltraitance. Sa belle-fille de 7 ans. L'affaire n'a pas abouti parce que l'enfant est revenu sur sa déposition. Le père est resté marié à Martine pendant 3 années supplémentaires avant qu'il ne divorce discrètement. 5 affaires, 5 noms différents, 5 départements différents, même schéma, même femme. Marc a tout compilé dans un dossier numérique, rapport de police, dossiers judiciaires, dossiers médicaux, photos, articles de presse. C'était dévastateur. C'est une prédatrice en série, a dit Marc. C'est ce qu'elle fait. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est délibéré, systématique. J'ai contacté tous les pères. 3 d'entre eux ont accepté de parler. Un a refusé, disant qu'il était passé à autre chose et ne voulait pas remuer le passé. Je n'ai pas pu localiser un autre. La victime de Bordeaux, Théo Martin, avait maintenant 10 ans. Son père, Christophe Martin, a accepté de laisser Théo participer si cela pouvait aider à la mettre derrière les barreaux. J'ai eu une idée. Peut-être folle, peut-être brillante. Mon entreprise, Solutions Tech Innovantes, organisait son gala de charité annuel ce samedi. Grand événement, 200 participants, clients importants, cadres supérieurs, investisseurs, les médias locaux couvriraient l'événement parce que nous collecterions des fonds pour l'hôpital pour enfants de Grenoble. Sophie adorait ces événements. Adorait jouer l'épouse dévouée. Adorait réseauter. Adorait être vue. Je l'ai appelée, première fois depuis l'hôpital. Charlotte ? Oh mon Dieu, je me faisais tant de soucis. Nous devons parler. Oui, oui, absolument. Je viens à l'hôpital. Pas ici. Léa ne veut pas te voir. Un silence, puis plus froid. Elle est en train de te manipuler. Elle a toujours été difficile. Jalouse de notre relation. Antoine l'a gâtée. Et maintenant, il y a le gala samedi. Nous devons présenter un front uni pour l'entreprise, pour les apparences. Encore une pause. Je pouvais presque entendre ses calculs. Tu veux que je vienne au gala ? L'entreprise a besoin que nous paraissions stables. La situation de Léa est compliquée, mais nous gérons. Affaire familiale privée. Tu sais comment sont les clients. Ils parlent. Nous devons montrer que tout va bien. Tout va bien. Une fois que tu auras écouté ma version. Samedi, 19h. Hôtel Le Grand Miroir. Porte la robe bleue. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'ai passé des appels. Tant d'appels. Lieutenant Dubois, j'ai besoin de vous à l'hôtel Le Grand Miroir samedi soir en civil avec du renfort. Christophe Martin de Bordeaux. Pouvez-vous, Théo et vous, être à Grenoble ce week-end ? Je couvre toutes les dépenses. Patrice Dumas de Marseille. J'organise quelque chose. J'ai besoin que tu sois là. Marc, j'ai besoin d'un vidéoprojecteur, un sans-fil, et de ton aide pour préparer une présentation. Sophie Dubois, l'ambulancière, j'ai besoin que tu témoignes sur l'affaire de Bordeaux publiquement. Ma patronne, Madame Duval. J'ai besoin de 10 minutes pendant la partie des remises de prix. Faites-moi confiance. Tout le monde a dit oui. Samedi est arrivé. L'hôtel Le Grand Miroir était magnifiquement décoré. Lustres, sculptures de glace, bar ouvert, orchestre de jazz live, 200 personnes en tenue de soirée, s'affichant et buvant du champagne. Je portais mon meilleur tailleur, souriais, serrais des mains, jouais mon rôle. Sophie est arrivée à 19h47. Robe bleue, cheveux parfaits, maquillage impeccable. Elle ressemblait à une publicité de magazine pour l'épouse parfaite. Elle a déposé un baiser sur ma joue. Merci pour ça, pour nous donner une chance de régler les choses. Bien sûr. Je l'ai présentée aux clients, aux collègues. Elle a charmé tout le monde, ri à des blagues, complimenté des robes, s'est enquis des enfants avec juste ce qu'il fallait d'intérêt. Elle était très, très douée pour ça.
À 21h15, la partie des récompenses a commencé. Ma patronne, Madame Duval, a pris le micro. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous avons collecté plus de 300 000 € pour l'hôpital pour enfants de Grenoble. Cet argent soutiendra directement les familles confrontées à des urgences pédiatriques. Des familles comme celle de notre Charlotte Mercier. Applaudissements polis. Sophie a souri, m'a serré la main. Charlotte, voudrais-tu dire quelques mots? Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la scène, j'ai pris le micro. Le sourire de Sophie était radieux. Merci à tous d'être venus ce soir, ai-je dit. La sécurité des enfants est personnelle pour moi, surtout cette semaine. Parce qu'il y a 6 jours, je suis rentrée d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé ma fille de 6 ans inconsciente sur le sol de notre appartement. Le sourire s'est figé juste une seconde, puis est revenu, mais plus froid. Elle a été droguée, affamée, battue pendant que j'étais à Lyon en train de vendre des logiciels. Murmure dans la foule. Le sourire de Sophie est resté figé. J'ai aussi appris autre chose. J'ai appris que ma femme maltraitait ma fille de manière systématique depuis des mois. Le sourire s'est fissuré. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai appris. J'ai fait un signe de tête à Marc. Le vidéoprojecteur s'est allumé derrière moi. Une photo est apparue. Le visage de Sophie, mais avec des noms différents. J'ai appris que ma femme n'est pas celle qu'elle prétend être. Sophie Leroy. C'est ce qu'elle m'a dit, mais ce n'est pas son vrai nom. Diapositive suivante. Une photo d'identité judiciaire. Ceci est Clara Vidal, arrêtée à Bordeaux, novembre 2021, pour maltraitance d'enfants. Autre diapositive, une autre photo d'identité judiciaire. Ceci est Élise Dumas, arrêtée à Marseille, mars 2019. Encore une, Julie Vidal, Nice, 2017. Encore une, Martine Lefebvre, Toulouse, 2016. La salle était silencieuse, 200 personnes fixant, des téléphones sortant. Enregistrement. Même femme, même schéma. Elle trouve des pères célibataires, devient la petite amie parfaite, la belle-mère parfaite. Puis, une fois qu'elle est installée, mariée, en confiance, elle commence à faire du mal aux enfants. Sophie s'est levée, sa chaise a raclé bruyamment. C'est de la folie. Charlotte fait une crise. Elle ment. C'est mon beau-fils. Une voix de l'arrière. Christophe Martin s'est levé. Théo à côté de lui. Le garçon a pointé Sophie du doigt. Tu as failli me tuer. Tu as mis des pilules dans ma nourriture. Tu m'as enfermé dans le placard. Tu as dit à mon père que je mentais. Une autre voix. Patrice Dumas s'est levé. Tu as mis ma fille dans le coma. Elle avait 7 ans. Le visage de Sophie s'est déformé. Le masque est tombé complètement. Vous êtes. C'est le lieutenant Dubois qui s'est avancé dans la foule, en civil, mais montrant maintenant son insigne. Clara Vidal, alias Élise Dumas, Julie Vidal, Martine Lefebvre, et Sophie Leroy. Vous êtes en état d'arrestation pour mise en danger d'enfants, fraude, usurpation d'identité et coups et blessures graves. Elle a couru vers la sortie, les talons claquant sur le marbre. La lieutenante de Bordeaux, Amélie Leroy, 16 ans de service, venue spécialement pour l'occasion, s'est placée devant la porte. Vous avez également un mandat d'arrêt en cours en Gironde. Vous n'irez nulle part. Dubois et Leroy se sont avancés. Sophie s'est débattue, a crié, m'a traité de tous les noms imaginables. Tu vas le regretter, sale petite manipulatrice. Tu m'as piégée. J'ai souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, tu vas regretter d'avoir pensé que je ne me battrais pas. Chaque personne dans cette pièce est un témoin. Cette vidéo, j'ai pointé l'équipe de presse dans le coin, caméra allumée, est déjà virale. Tu as fini de te cacher. Alors qu'il lui passait les menottes, elle m'a regardé. Purène dans ses yeux bleus froids. Ta fille le méritait, a-t-elle sifflé. C'était une petite morveuse pleurnicheuse comme toutes les autres. La salle a eu un hoquet de surprise. Les caméras continuaient d'enregistrer. Ils l'ont traînée dehors. Elle criait tout le long. Le gala s'est dissous. Des gens parlaient, pleuraient.
Plusieurs clients m'ont fait un câlin. M'ont dit qu'ils étaient désolés. M'ont dit que Léa avait de la chance de m'avoir. Le lendemain matin, c'était partout. Couverture médiatique, réseaux sociaux, prédatrice d'enfants en série démasquée lors d'un gala de charité. La vidéo avait 5 millions de vues à midi. Sophie, Sarah, Rachel, quel que soit son vrai nom, était à la prison du département de l'Isère en attendant son procès. Pas de caution, risque de fuite avec un historique d'évasion de juridiction. Le lieutenant Dubois a monté le dossier méthodiquement. 5 départements, 5 victimes, preuves médico-légales, preuves numériques, témoignages. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard. Sophie a plaidé non coupable. Son avocat a essayé de prétendre que je l'avais piégée, que j'avais fabriqué des preuves, que les victimes mentaient. Théo Martin a témoigné, disant, voix tremblante mais claire, décrivant ce qu'elle lui avait fait, les pilules, les punitions, la peur. La fille de Patrice Dumas a témoigné par vidéo, maintenant 12 ans. Elle a décrit avoir été enfermée dans des salles de bain pendant des heures, s'être fait dire qu'elle n'avait aucune valeur, avoir été droguée quand elle essayait d'en parler à quelqu'un. Léa a aussi témoigné. Ma courageuse et belle fille de 6 ans a raconté au jury les punitions, les pilules, les bleus, comment Sophie lui disait que personne ne la croirait parce que les enfants sont des menteurs. Le jury a délibéré pendant 3 heures, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le prononcé du jugement a eu lieu 2 semaines plus tard. Juge Patricia Martin, 26 ans de magistrature, connue pour ses peines sévères dans les affaires de maltraitance d'enfants. Madame Jensen ou Leroy ou Dumas ou quel que soit votre vrai nom, en 26 ans en tant que juge, je n'ai jamais vu une maltraitance d'enfants vulnérables aussi calculée et systématique. Vous êtes une prédatrice en série qui cible spécifiquement des enfants qui ont déjà perdu un parent, qui sont déjà vulnérables, déjà traumatisés. Vous avez exploité des pères en deuil et torturé des enfants innocents pour votre propre gratification. Elle a condamné Sophie à 48 ans de prison. 8 ans pour chaque victime, à purger consécutivement. Aucune possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Sophie n'a montré aucune émotion. Elle fixait simplement le mur. Léa est en thérapie maintenant. Docteur Lise Martin, PhD en psychologie de l'enfant. 17 ans à traiter les traumatismes chez les enfants. Elle fait encore des cauchemars. Sursaute encore parfois quand les femmes élèvent la voix. Mais elle guérit. Elle sourit à nouveau. Un vrai sourire. Pas le faux sourire effrayé qu'elle avait quand Sophie vivait avec nous. Nous avons déménagé. Impossible de rester dans cette maison avec ses souvenirs. J'ai pris un plus petit appartement dans un autre quartier. Juste nous deux. Les autres pères m'ont contacté. Nous avons formé un groupe de soutien, nous nous rencontrons chaque mois, parlons de guérison, de protection de nos enfants, des signes avant-coureurs que nous avons tous manqués. Théo va mieux. La fille de Patrice aussi. Ainsi que les autres maintenant que nous nous sommes tous connectés et avons partagé nos expériences. 6 mois après le prononcé du jugement, j'ai reçu une lettre de Sophie de la prison. J'ai failli la jeter, mais la curiosité a gagné. Charlotte, tu crois que tu as gagné? Tu as perdu. Je serai libre dans 20 ans. Je n'ai que 39 ans. J'aurai largement le temps de recommencer. Trouver un nouveau nom, un nouveau département, de nouvelles victimes. Il y a toujours des pères célibataires qui cherchent de l'aide. Toujours des hommes seuls qui croiront n'importe quoi. Toujours des enfants faciles à blesser. Tu as eu de la chance. Tu avais des ressources, de l'argent, des contacts. La plupart n'en ont pas. La plupart ne comprennent jamais avant qu'il ne soit trop tard. J'ai blessé plus d'enfants que les 5 que tu as trouvés. Disons 10, peut-être 12. Je fais ça depuis que j'ai 22 ans. Tu n'as attrapé que les plus récentes, les plus négligentes. Les autres, j'étais prudente. J'étais intelligente. Ces familles pensent toujours que leurs enfants sont le problème. Pensent toujours qu'elles sont le souci, pas moi. Dors bien en sachant ça. Je l'ai montré au lieutenant Dubois. Il l'a montré au procureur. Ils l'ont utilisé pour ouvrir des enquêtes sur son passé. Ils ont trouvé 3 affaires de plus sur lesquelles ils travaillent toujours.
La lettre était une preuve de conscience de culpabilité. Elle pourrait ajouter des années à sa peine. Je l'ai montrée au docteur Martin lors d'une des séances de Léa. Elle essaie de maintenir son pouvoir, a dit le docteur Martin. Même depuis la prison, elle veut que tu te sentes impuissante, effrayée à l'idée qu'elle contrôle toujours la situation. Est-ce qu'elle contrôle? Non. Elle est dans une cellule. Toi et Léa, vous êtes libres. C'est ça, la victoire. La semaine dernière, Léa et moi sommes allés au parc. Elle a couru vers les balançoires, a ri en allant de plus en plus haut, et a crié « Maman, regarde-moi ». Je l'ai regardée, ma petite fille forte et courageuse qui a survécu à un monstre. Et j'ai pensé à cette lettre, à l'affirmation de Sophie qu'elle avait gagné, qu'elle le ferait à nouveau. Peut-être qu'elle le ferait. Peut-être qu'elle sortirait dans 20 ans et essaierait. Mais elle devrait le faire avec tous les médias du pays connaissant son visage. Avec chaque père et chaque groupe de soutien propageant la sensibilisation, avec chaque victime qu'elle a torturée maintenant habilitée à parler. Elle pensait être intouchable. Pensait pouvoir continuer à chasser, à blesser. Elle avait tort. Parce que le truc avec les monstres, c'est qu'ils finissent par être attrapés. La vérité finit par éclater. Les victimes finissent par se trouver et le monstre se retrouve seul dans une cellule en train d'écrire des menaces impuissantes pendant que ceux qu'ils ont essayé de détruire avancent dans leur vie. Léa a sauté de la balançoire, a couru vers moi, a serré mes jambes dans ses bras. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. Est-ce que Sophie reviendra un jour? Jamais. Je te le promets. Bien. J'aime que ce soit juste nous deux. Moi aussi, bébé. Moi aussi. Nous sommes rentrés, nous avons préparé le dîner ensemble. Elle m'a aidé à remuer les pâtes. À glousser quand je l'ai laissé goûter la sauce. Normal, en sécurité, libre. Sophie pensait avoir gagné parce qu'elle avait blessé tant d'enfants et s'en était tirée si longtemps. Mais elle a tout perdu au moment où elle a sous-estimé l'amour d'une mère. Et elle passera les 48 prochaines années à le savoir.